Donc, autour de la table, François-Xavier Oliveau. Salut François-Xavier, directeur associé Initiative et Finance. Wilfried Galland, salut Wilfried, stratégiste Montpensier Finance. Clément Henrat, salut Clément, prof d'éco à la Sorbonne et à Sciences Po. Oui, tiens, démarre, parce que j'ai... Alors d'abord, ça me permettra de rendre hommage à Philippe Mudry, fondateur de l'AGFI, qui m'a appris énormément de choses. Avant Wilfried Galland, en fait, c'est Philippe Mudry qui m'a appris énormément de choses. Fonctionnement des marchés, de la bourse, tout ça. C'est une lignée dans laquelle je m'inscris bien volontiers. On peut, je suis flatté. Voilà. Il écrit assez régulièrement dans l'opinion. Et là, il a écrit... Elon Musk, risque systémique. Alors, je vous donne l'explication. Il dit donc, pour un homme aussi rompu à la communication, doté d'une telle aura et d'une telle puissance, manipuler les marchés directement ou indirectement sera un jeu d'enfant, écrit-il, d'autant qu'il estime qu'il va y avoir une sorte de conflit d'intérêts permanent et un petit peu imprévisible entre la conjonction donc d'un ego qu'on sait ce qu'il est, de la 6e capitalisation boursière mondiale, en l'occurrence Tesla, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais enfin voilà, ça ne doit pas être très très loin, et du réseau social le plus influent sur les classes dirigeantes. Alors peut-être pas sur les marchés, c'est Bloomberg qui reste aujourd'hui En réseau social, Twitter est très influent. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, en outil financier, évidemment, Bloomberg est inarrêtable, mais... T'en penses quoi, Wilfried ? C'est intéressant. Ah, bon, on parle à des gens qui connaissent l'ensemble de ces matières. Je n'ai pas besoin de vous refaire le sketch sur le rachat de Twitter, etc. Peut-être quand même un petit rappel, même si je crois que vous l'avez tous en tête, la façon dont, je crois, à un moment, il a été obligé de quitter la présidence de Tesla, oui, tout à fait, par le régulateur boursier américain, parce qu'il commençait à faire n'importe quoi en termes de délit d'initié. En particulier, en particulier, ce qu'il écrivait sur Twitter. Voilà, c'était le moment où il avait dit que pourquoi ne pas racheter Tesla en bourse. Ah oui, c'est ça, il voulait sortir Tesla de la cote. Il a dit, et le financement est garanti. Ouais. Et la sortie financement garanti. Et là, effectivement, ça a fait bouger énormément sur des volumes qui étaient très importants et une capitalisation qui était déjà très importante. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de Twitter. Et puis, évidemment qu'il ne le sera pas puisqu'il va le retirer de la cote. Et on ne peut déjà plus acheter, pour les gens qui sont intéressés, c'est fini, vous ne pouvez plus acheter des actions Twitter, la bourse de New York. Je pense qu'effectivement, il y a un vrai risque de manipulation de marché. Il y a un vrai risque de manipulation de marché. Et je ne suis pas sûr que les autorités qui sont en charge de piloter et d'encadrer les pratiques de marché soient équipées pour gérer ce genre de choses. On l'a vu, alors on le voyait régulièrement avec les tweets d'Elon Musk sur les crypto-monnaies. Enfin, c'était phénoménal. L'impact sur les crypto-monnaies, les crypto-actifs de n'importe quelle communication d'Elon Musk et de son peuple de suiveurs, quasiment des adorateurs d'Elon Musk. Ça s'est un peu calmé, ça. Il y a eu notamment toute cette histoire avec le fameux Dogecoin. Oui. Alors, ça s'est calmé, mais néanmoins, ça reste... Alors, ça s'est calmé parce qu'il a eu à gérer quelques petits soucis à la fois de production et de conseil d'administration au sein de Tesla, parce que justement, il y avait quand même il y a toujours de véritables problèmes de gouvernance. Et je pense qu'un des sujets fondamentaux qui entoure en permanence Elon Musk, c'est le sujet de la gouvernance. C'est-à-dire qu'il est tellement entouré d'une cour qui est totalement des adorateurs d'Elon Musk, et on l'a vu lorsque certaines personnes ont publié les échanges de SMS entre lui et un certain nombre de personnes, soit des gérants de fonds, soit des gens de Twitter, au moment justement du rachat de Twitter. Et on voyait que, finalement, il était absolument sans frein. Il n'y avait personne autour de lui pour lui dire « mais alors ça, c'est pas possible, ça, voilà, là, est-ce que tu es en train de t'engager réellement et à quel niveau ?» Et en fait, le sujet de gouvernance est un sujet qui est absolument fondamental dans tout ce que touche Elon Musk, surtout lorsque la puissance, et là maintenant on touche à une puissance médiatique très forte. Avant c'était une puissance industrielle et il utilisait les médias comme il savait très bien le faire. Là il a lui-même un média. Donc il va falloir savoir comment est-ce qu'il va l'utiliser et comment est-ce que l'encadrement va se faire. Moi sur les pratiques de marché, j'avoue que je suis un petit peu inquiet parce que... alors déjà, à l'instant il a dit les nouvelles certifications ne rentreront en vigueur qu'après les midterms pour
éviter quand même l'accusation majeure d'être accusé de manipuler les élections. Ouais, rentrons pas dans cette histoire de certification, parce que je crois que c'est très compliqué pour ceux qui ne connaissent pas Twitter. Mais donc, il y a un certain nombre de plans qu'il voulait faire tout de suite maintenant, et d'ailleurs il avait fait, visiblement, travailler 24 heures sur 24 ses équipes pour que ce soit en place là maintenant, aujourd'hui lundi. Il a dit on va attendre la fin des élections pour justement ne pas être accusé parce qu'il aurait changé Twitter, soyons simples là-dessus, parce qu'il aurait changé Twitter, il aurait changé les mécanismes de Twitter, et ceux qui apparaîtraient comme étant des personnes de confiance sur Twitter, voilà, c'est le véritable sujet, d'avoir manipulé des opinions politiques. Il reste en fait que le reste de la manipulation peut tout à fait avoir lieu. Ça, c'est un vrai sujet. Ouais. Je partage l'avis de Philippe Mutry. François-Xavier, tu regardes ça comment ? Oui, je partage le même avis. En fait, c'est la version 21e siècle de la prise de contrôle de la presse par un grand patron industriel, qui a été un peu une histoire dans la presse au 20e siècle. Mais là, c'est puissance 10 parce que... Encore un peu au 21e. Voire un peu au 21e. mais en tout cas, là, on passe un cran. On passe un cran parce qu'on est sur un média mondial qui a une part de marché monumentale sur son segment. Et avec effectivement l'instantanéité dont on parlait, qui fait que en fait, tu as effectivement, objectivement, des possibilités de manipulation de cours, y compris en n'étant pas propriétaire de Twitter. Ce qu'il a fait aussi sur le Bitcoin était aussi assez tout à fait comparable à de la manipulation de cours. Donc, tout en possédant lui-même, je crois qu'il en avait racheté 1 milliard, c'est ça, quelque chose comme ça. Non, mais on est clairement là-dessus. Donc sur un marché non réglementé. Donc en plus, voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est effectivement assez préoccupant et qui soulève la question à nouveau de la régulation américaine et du fait qu'ils puissent arriver potentiellement à comment est-ce qu'ils vont adresser la question de ces grands géants dont Tesla, Twitter maintenant, mais aussi on pourrait ah oui, tu veux dire, ça pose la question aussi de l'hyperconcentration. De la séparation des pouvoirs, oui. Est-ce qu'on va avoir une version standard oil du 21e siècle voilà, c'est ça. En morceaux et honnêtement, la question se pose et je pense qu'elle va se poser de plus en plus parce qu'effectivement, la concentration du pouvoir de Twitter dans les mains d'un industriel et qui en plus a des limites un peu, voilà, en tout cas a montré que... Un industriel qui en plus lance des fusées, qui fait des plans de paix pour l'Ukraine, donc on est quand même sur quelque chose qui nécessitera... Qui donne accès via satellite justement aux armées auxquelles il choisit de exactement, on est sur une vraie puissance géopolitique. Là-dessus, moi je reste réservé. Mais en tout cas, il a un impact. Il a un impact, mais il choisit de donner accès. D'ailleurs, on en avait parlé avec Frédéric Ancel, c'était très intéressant, tant qu'il est en accord avec la diplomatie américaine. Bien sûr. Le jour où il n'est plus en accord, vraiment plus avec la diplomatie américaine, comme le dit Wilfried Galland, c'est ceux qui ont les porte-avions. Mais bien sûr, le véritable pouvoir, et c'est Frédéric Ancel qui me l'avait dit un jour, c'est celui qui est capable de sortir du lit à 6h du matin pour t'emmener dans une cellule avec les menottes. C'est ça le véritable pouvoir, pas Twitter. Voilà. Et là, il faut effectivement avoir le... Clément. Mais c'est là où il y aura effectivement l'intervention de l'État américain qui sera, à un moment donné, probablement, enfin en tout cas, une vraie question, un vrai sujet et à mon avis une nécessité. C'était juste une petite parenthèse parce qu'on en avait beaucoup parlé. C'était, alors peut-être toi Clément, tu te souviendras des noms, peut-être tu te souviendras des noms. Donc à la tête de la commission de la concurrence aux États-Unis, une jeune femme qui était présentée comme très allante justement sur l'idée de briser les monopoles. Catherine Raimondo. Voilà, et au département de la justice aussi. Enfin bref, il y avait là deux personnalités qui étaient très connues. Dans ce monde-là et qui était présenté comme une forte volonté de Joe Biden d'essayer de casser un petit peu cette puissance, force est de constater qu'on ne voit rien venir. Clément, comment est-ce que tu vois ? Moi je suis d'accord, peut-être un petit brin d'optimisme, aussi bien sur la question de la régulation financière que sur la concentration industrielle. Je crois qu'il y a vraiment un débat aujourd'hui aux États-Unis, effectivement, qui est un petit peu renouvelé sur les débats d'initiés et sur la manière dont la SEC, par exemple, pourrait avoir éventuellement de nouvelles attributions. Moi, je crois qu'on peut faire confiance quand même aux Américains pour être relativement exigeants sur la question des délits d'initiés. C'est quand même quelque chose qu'ils ont historiquement assez bien traité dans leur droit, aussi bien dans leur procédure civile que pénale. Et si de toute façon il y a une question qui se pose, un problème public qui est posé, moi je serais plutôt optimiste sur l'idée que de toute façon ils vont réussir à réguler ce problème. La question c'est donc la transition plutôt, le temps que c'est pas réglé, et c'est plutôt ça. Et peut-être que de ce point de vue-là, les midterms, en fonction des majorités qu'il y aura, accéléreront ou pas le processus. Moi j'ai pas tellement en tête la position par exemple des républicains sur la question, mais historiquement les républicains ont su être également relativement exigeants sur les questions d'initiés. Et pour la concentration industrielle, ils ont un peu changé depuis quand même, Clément.
En fait, ça dépend. Les Républicains ont quand même un peu changé là-dessus. Donald Trump, voilà. Ouais, voilà. C'est ça. Si Twitter réautorise le compte de Donald Trump, là peut-être que finalement il sera pas régulé. Non, mais disons que voilà. Après sur la question de la concentration industrielle. C'est un débat sans fin aux États-Unis. Il y a toujours les poursuites engagées par les procureurs généraux de chaque État contre un certain nombre de GAFAM. C'est un petit peu long, effectivement, et on n'est pas encore dans la période de démantèlement comme ça a été le cas avec la Standard Oil Company. Mais moi, je crois vraiment que de toute façon, on va y arriver d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que je pense fondamentalement que la vraie raison pour laquelle on y arrivera, c'est que le pouvoir politique déteste la concurrence pour lui-même. Je pense qu'à un moment donné, le pouvoir présidentiel n'a pas du tout envie d'être concurrencé, ni sur le terrain politique, ni sur le terrain économique, par quelque industriel que ce soit. Et la concentration industrielle, elle menace quand même le pouvoir politique, aussi. Et historiquement, c'est aussi une des raisons du démantèlement de la Standard Oil il y a quelques années. Et l'avantage, c'est la Standard Oil, la Compagnie des Indes. On peut se dire que le marché fait le travail, puisque finalement, l'effondrement pour certains acteurs de leur revenu publicitaire fait qu'ils sont désormais beaucoup moins puissants qu'il l'était il y a ne serait-ce qu'un an. Aujourd'hui, Meta ne peut plus être considéré, alors c'est Facebook, ne peut plus être considéré véritablement comme étant un géant inéluctable. Absolument pas. 800 milliards de capitalisation boursière évaporée pour le seul Meta. 800 milliards. Absolument. Et donc là, c'était la une du Wall Street Journal cette nuit. Plan de licenciement massif. Si vous avez acheté du Meta Facebook. en 2015, vous avez perdu de l'argent. Si vous avez acheté du General Motors, vous en avez gagné. En 2015 En 2015, ouais. En 2015, vous achetez Meta, maintenant vous avez perdu de l'argent. Vous avez acheté General Motors en 2015, vous en avez gagné. C'est une époque quand même. Et quelqu'un aurait-il pu prévoir ça en 2015 ? Non. Non, voilà, c'est ça. Non, mais ça veut dire qu'effectivement les choses bougent également sur les rapports de puissance. C'est ça qui est intéressant. C'est intéressant parce que Meta, c'est 32 milliards d'euros de dollars de R&D. Le budget R&D de Meta est comparable aujourd'hui au budget d'un gros État en termes de R&D. Donc il y a quand même une puissance derrière. Effectivement. Le problème, c'est de la R&D qui sert à rien. Enfin, les papiers sont en train de sortir de partout d'ailleurs autour de. Mais en fait, Meta, à quoi ça sert ? Tu vois les pubs qu'ils font. Enfin, sur le fait que. Horizon World. Enfin, c'est ahurissant, quoi. Tu rentres pas forcément dans ce débat-là, mais tu te rends compte de la puissance qui a été construite, et effectivement, qui a un côté fragile, comme le soulignait Wilfried, mais de la puissance qui a été construite. On parlait de concurrence des États, 32 milliards de R&D, c'est un très très gros budget de R&D, c'est plus que le budget de R&D Public France. Enfin, je veux dire, c'est monumental comme budget. Aujourd'hui, pour les plus anciens d'entre nous qui se souviennent de MySpace, il y a plus de visiteurs quotidiens sur MySpace que sur Horizon World de Meta. Mais comment ça ? À l'époque où MySpace existe encore ? Maintenant, MySpace existe encore. Et vous avez aujourd'hui plus de visiteurs sur MySpace. Oui, mais ça, c'est les mêmes qui ont encore des comptes Yahoo, quoi. Voilà, exactement. En fait, ils tournent encore, mais les gens sont morts. Mais on ne sait pas. C'est dire qu'en fait, il y a effectivement... voilà, les choses s'arrêtent. Bon, après... Innovation de rupture, c'est normal que ça prenne du temps, etc. Et tout. Après, quand même, il y a beaucoup à raconter. On oublie souvent aussi, c'est qu'ils ont tous quand même des projets de société, aussi, ces gens-là. Que ce soit Meta, que ce soit Elon Musk, que ce soit les patrons de Google, ils ont tous quand même un vrai projet de société. Et à mon avis, là où ça pourrait peut-être coincer, c'est qu'une partie quand même de ce projet de société est transhumaniste, philosophiquement parlant. Comment ça ? Il n'y a que Google, là. Ah bah oui, non mais c'est pas rien. Mais je suis d'accord avec toi, mais Elon Musk, il n'est pas... Ah si, il l'est, t'as raison, il veut nous mettre un... Il veut renforcer notre cerveau, oui. Mais pas Zuckerberg, non ? À mon avis... oui, ça doit traîner quelque part. Et quand même le pouvoir républicain qui pourrait être favorable, il y a quand même aussi quelque chose... Voilà, ça pourrait bloquer, au point de vue de la croyance religieuse, par exemple. C'est quelque chose qui n'est pas du tout populaire dans une partie de l'électorat républicain. Donc c'est un peu paradoxal. Ils ont besoin peut-être de certains républicains pour faire passer des réglementations un peu plus souples. Et en même temps, il n'y a que les démocrates qui adhéreront un peu plus à leur projet de société. On va arrêter de les considérer comme étant une entité. C'est-à-dire que là, on se rend compte que c'est très 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 différent, à la fois comme business model et comme façon de fonctionner, entre Meta d'un côté, Google, Alphabet de l'autre, Apple et Microsoft. Ça n'a absolument rien à voir. Et que tous les algorithmes dont on a, enfin tous les acronymes qu'on a construits en disant comme ça c'est simple, c'est marketing, en fait ça marche pas. Donc il va falloir les considérer l'un après l'autre parce que effectivement aujourd'hui par exemple dire je vais démanteler Twitter, pas possible. Après ce qui les rassemble quand même, c'est la masse d'informations qu'ils disposent sur leurs utilisateurs.
C'est-à-dire leur puissance de calcul, puisque tu as employé le terme, tu as fait un lapsus, mais significatif autour d'algorithmes. La puissance de calcul, les algorithmes et la masse d'informations qu'ils détiennent sur leurs utilisateurs en fait quand même des... Mais c'est moins le cas, par exemple, pour Microsoft. Pour l'instant, gratuitement. C'est moins le cas pour Microsoft. Oui, Pourquoi c'est moins le cas pour Microsoft ? Parce qu'en fait, leur business model, la part de revenus qui dépend directement de l'utilisation de ces données par Microsoft est moins importante. Oui. Donc, d'ailleurs, enfin, ils les ont, quoi. Ils les ont, mais en fait, la part des revenus qui c'est vrai. Voilà, est moins importante. Parce que les services de Microsoft sont très largement payants. Exactement. Ouais, et on peut espérer qu'au niveau européen, la régulation s'accélère encore plus. Bon, comment est-ce qu'on enchaîne avec la politique monétaire ? Je pensais que ça allait couler de source sur le risque systémique. Bon, c'est ton boulot, Stéphane. Mais alors, j'ai mis Powell inflexible, donc récente hausse de taux de la semaine dernière. Voilà, donc déjà, alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, inflexible. Ça devait être un titre de journal qui m'a dit inflexible. Ouais, je pense, je ne sais pas si le terme c'est inflexible ou c'est imprévisible. Il n'existe pas de moyen indolore de combattre durablement l'inflation. Donc c'est toute l'histoire de oui, nous aurons besoin d'une récession, petite récession, grande récession pour combattre l'inflation. Vas-y Clément, puisque c'est... Est-ce qu'on est là sur un Powell inflexible ? Non, c'est peut-être toi qui va me donner l'analyse immédiate, ou ce que pense d'ailleurs Grégoire Favet chez nous sur Bismart, un début de pivot qui ne dit pas son nom. Mais oui. Voilà, c'est ça. Oui. On est au bout en fait du truc. En fait, le vrai sujet de Powell, c'est il faut que les conditions financières générales se resserrent. Donc, il faut en fait que les coûts de financement soient plus importants pour refroidir l'économie. Voilà. Et pour ça, il a besoin que ces décisions de politique monétaire, évidemment, se transmettent dans l'économie, mais ne peuvent se transmettre dans l'économie que par les marchés. Donc, il ne faut surtout pas que les marchés financiers commence en fait à se desserrer, donc commence par exemple à faire baisser les taux, augmenter la valeur des obligations, augmenter la valeur des actions, parce que là, une partie de ce qu'ils cherchent à faire ne sera plus actif. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a ce décalage très fort entre le communiqué qui est sorti, qui disait, en fait, il faut être prudent, parce que désormais, on a atteint un niveau où les taux demandent du temps pour rentrer effectivement dans l'économie, et donc on va devoir regarder... Oui, c'est ça, il ne faut pas qu'on continue à arroser alors que l'incendie est peut-être éteint. Voilà, exactement. Voilà. Et donc on va prendre un certain nombre de critères en compte, et à partir de ce moment-là, on décidera de ce qui devra être fait par la suite. Donc en fait, on fait une pause. Et dans la conférence de presse, il dit exactement l'inverse. Il a dit, attention, nous ne sommes pas prêts du tout à faire une pause, et en particulier... Le moment exceptionnel de cette conférence de presse, c'est quand ce brave journaliste de l'Associated Press pose la question à Jérôme Powell, lui faisant comprendre, alors qu'en fait ce n'était pas du tout le cas, mais lui faisant comprendre que les marchés réagissaient bien, alors qu'en fait ils réagissaient mal, mais réagissaient bien en montant, par exemple, à ses propos. Et là, à sa hausse de 0,75%. Exactement, et à ses propos et à son communiqué. Et là, il va effectivement dans une tirade extrêmement agressive en disant « Mais vous ne m'avez pas compris, il est absolument hors de question de faire une pause aujourd'hui, nous ne sommes absolument pas à ce niveau-là. » Donc pour moi, c'est effectivement un jeu qui se passe entre la Fed d'un côté et les marchés de l'autre, pour éviter que les marchés, en fait, en anticipant trop, démonétisent, même si le terme n'est peut-être pas très exact, mais démonétisent la politique de la Réserve fédérale. Et à ce moment-là, effectivement, ça le force à avoir une rhétorique très forte. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. Et pourtant, mécaniquement, les marchés se disent ouais, finalement, on est quand même en train d'avoir bien anticipé les choses. Donc, c'est un jeu, je ne sais pas comment on en sort, mais c'est un jeu, en tout cas, qui a effectivement lieu en ce moment. Clément ? Alors, moi, ce qui me frappe, c'est que depuis quelques mois, déjà, on a quand même complètement changé de paradigme en termes de politique monétaire, mais en termes de gestion des anticipations. On avait déjà mentionné ici la phrase de Greenspan, la célèbre phrase de Greenspan, à la fin d'une conférence de presse, « Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé ». Ça avait quand même pas mal marqué, disons, la période historique de pratique de la politique monétaire des années 90 jusqu'à la crise financière un petit peu au-delà. Et puis on était rentré dans la période qu'on appelle de forward guidance, donc de guidage des anticipations, où alors là, il n'y avait rien à interpréter de la politique monétaire, puisque le banquier central voulait absolument rassurer les marchés et surtout guider les anticipations de la manière la plus claire et surtout la plus crédible possible. Et là, on est revenu à une situation où on ne comprend rien de la communication du banquier central. Et on peut tous, de toute façon, avoir une interprétation différente de chaque mot. Mais c'est pareil pour la Banque centrale européenne, elle est quand même aussi un petit peu ambiguë. Et en même temps,
le principal outil de la communication ici de la Banque centrale, c'est quand même les anticipations des agents au sens large. Et c'est vrai sur toutes les variables, c'est vrai sur l'anticipation d'inflation, c'est vrai sur l'anticipation du taux de change, c'est vrai sur plein de variables qui sont fondamentales pour la politique monétaire. Et globalement, je suis assez d'accord avec Wilfried, c'est quand même un banquier central qui dit un peu tout et son contraire. Et en même temps, est-ce qu'on en est vraiment sûr, puisqu'on n'est pas sûr de comprendre ce qu'il dit? C'est quand même un peu le paradoxe. Oui. Et ça rappelle de certains grands spécialistes. On a en France Olivier Blanchard, qui était un grand spécialiste quand même de la politique monétaire, quand il dirigeait le département d'économie du MIT, et qui avait théorisé dans un article le jeu du chat et de la souris entre le banquier central et les marchés. Donc là, le paradoxe, c'est qu'il faut être un peu crédible quand même, sinon les marchés ne comprennent rien. En même temps, si on est trop crédible, on n'arrive pas à casser les anticipations des marchés, et donc on n'arrive pas à les surprendre suffisamment pour, quelque part, que la politique monétaire soit efficace dans le sens qu'on veut qu'elle soit efficace. Donc c'est quand même extrêmement, moi je trouve, intéressant comme période de revoir qu'on est revenu quelque part à une, entre guillemets, normalisation de la politique monétaire, c'est-à-dire un banquier central qu'on ne comprend pas, et Blanchard qui parlait d'art, l'art du central banking, c'est-à-dire le banquier central qui essaye comme ça de guider quelques anticipations un peu à la louche, mais qui en fait lui-même n'est pas sûr de la manière dont il sera compris. C'était ce que Mervyn King, l'ancien patron de la Banque d'Angleterre, appelait le paradigme Maradona. En fait, il disait, vous avez deux façons de piloter une banque centrale. Vous avez une façon très arithmétique et très géométrique, en fait, où vous dites exactement ce que vous allez faire et quand est-ce que vous allez le faire. Et puis, vous avez le paradigme Maradona. C'est-à-dire que vous ne devez jamais savoir l'objectif de votre conduite de balle et vous devez toujours surprendre l'adversaire. Et il disait, à un moment donné, il reprenait un des célèbres buts de Maradona dans la Coupe du Monde contre l'Angleterre. Il dit, en fait, quand vous regardez très attentivement la balle, en fait, elle ne change que quasiment jamais de trajectoire, très très peu. Mais c'est lui fait croire à ses adversaires autour de la balle que lui va changer la trajectoire de la balle, et chaque adversaire s'adapte en fonction de ce qu'il croit être l'objectif du joueur qu'il a en face de lui. 1986, hein. Exactement, Mexique, 1986, tout à fait, absolument, demi-finale, absolument. Et l'objectif du banquier central, ça doit être ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il avance tout droit et il fait croire autour de lui qu'il est en train de changer en permanence pour pouvoir effectivement juste pouvoir avancer tout droit. François-Xavier, toi, ce qui t'embête, c'est on en a beaucoup parlé, ça reste très intéressant, c'est que l'inflation n'est pas, enfin en tout cas c'est ton analyse, d'origine monétaire. Oui, alors c'est un tout petit peu moins vrai aux États-Unis parce qu'il y a probablement eu un tout petit peu d'inflation monétaire notamment lié à l'émission aux 40% de hausse de masse monétaire en gros en 2 ans pendant la période Covid. Mais effectivement, c'est d'abord et avant tout une inflation qui est liée à l'offre. Il y a des problèmes d'offre, notamment sur l'énergie, avec ces problèmes qui sont en train de se résorber. Et effectivement, je vais concourir à ce que disaient Wilfried et Clément sur le fait que c'est difficile à lire, parce qu'effectivement, ça n'est pas une inflation fondamentalement d'origine monétaire, et donc on fait un traitement monétaire pour une inflation qui n'en a pas l'origine. C'est un peu comme des antibiotiques pour soigner un virus, si tu veux. Donc pour moi, c'est une politique qui me paraît assez décalée par rapport à ce qu'elle veut régler. Oui, mais t'as pas le choix, t'as pas d'autre solution. Non, t'as pas d'autre. Bah si, attendre que ça se passe. Attendre que ça se passe. La question, c'est est-ce que le risque d'un emballement de l'inflation à ce moment-là? Non, tu peux éventuellement ce qu'a fait à la limite la Fed. La Fed, en gros, a stoppé la création monétaire depuis janvier. C'est-à-dire que la masse monétaire est stable depuis janvier. Tu pourrais dire, ok, avec 0% de hausse de masse monétaire, on va s'arrêter là, sachant que c'était en 2010, on avait du mal à tenir l'inflation avec 6% de hausse de masse monétaire annuelle. Hein. Donc on est à zéro, on est vraiment, on a mis un gros coup de frein. Donc tu pourrais considérer, et effectivement il y a aussi la question du timing qui est importante, tu pourrais considérer que le boulot a été fait et que donc maintenant il faut attendre simplement l'effet il y a un effet d'inertie dans l'inflation qui est au minimum de 6, 12, voire 18 mois. C'est-à-dire que c'est en fait les matières premières qui se traduisent dans les coûts intermédiaires, qui se traduisent dans les coûts je comprends. Et donc tu dis, OK, on a fait le boulot, on a levé les taux d'inflation, on est à un niveau de taux qui n'est pas très élevé, des taux d'intérêt, pardon. On a un niveau de taux d'intérêt qui n'est pas encore très élevé, mais qui est suffisant pour freiner la croissance de la masse monétaire, et on attend que ça retombe. On sait qu'il y a des effets de base sur le premier semestre de l'année prochaine de l'ordre de 5% qui vont arriver, qui sont liés au fait que la guerre en Ukraine a fait décaler la base de prix. Donc on sait qu'on a 5 points de désinflation qui vont disparaître dans les 6 prochains mois.
quelle que soit la politique monétaire. Et après, ça s'arrête de soi-même. Et après, ça va. Sauf si, je voulais, parce que tu disais, il y a cette fameuse boucle prix-salaire. La boucle prix-salaire, elle est très peu documentée sur le On va voir là, le dernier communiqué de Stellantis, puisque là, les boîtes sont en train de sortir des résultats quand même. Et sont en train de sortir des résultats du feu de Dieu. Voilà. Et donc, juste, je lis le communiqué, je ne sais pas si on va le voir, le communiqué donc, je crois que c'est la CFE-CGC. Nos espoirs reposent sur l'ouverture donc de la NAO salaire 2023 le 1er décembre pour un changement de paradigme concernant la politique salariale de toutes les catégories socio-professionnelles. Enfin, la bonne façon de répondre au partage de la valeur, d'abord, c'est plutôt... non, c'est pas partage de la valeur. Là, c'est des gars qui disent on veut du pognon et le patron... Il mentionne en fait dans la dimension du partage des bénéfices. Donc tu peux... Oui, mais là, c'est en mode total. C'est en mode total. Là, c'est la grève. Soit tu nous augmentes, soit on fait grève. De toute façon, tu auras des négociations qui vont être difficiles et qui vont effectivement aboutir à une hausse de salaire. Hausse de salaire qui sera inférieure à l'inflation. De toute façon, tu vas pas avoir... J'en sais rien. Si tu regardes Air France, si tu regardes Total, si tu regardes... Air France, ils sont au-dessus. Total, ils sont au-dessus. On va voir. Les résultats Stellantis sont extraordinaires quand même. Tu vas pas avoir... Aujourd'hui, on est autour de 3,5%, ce qui est déjà tout à fait important pour la partie salaire. Tu as 6% d'inflation. Oui, tu as 6%. Elle arrive en fait, la vague, la boucle prix-salaire. Non, mais la boucle prix-salaire, si tu veux, moi, j'ai toujours pas vu la démonstration de la vraie corrélation entre la vraie causalité, entre les prix et les salaires. Ce qu'on a vu dans les années 80, c'est une hausse de la masse monétaire considérable qui aboutissait à la fois à une inflation des prix et des salaires. On en a déduit que l'inflation des prix et des salaires était une espèce de causalité mutuelle. Ça n'a pas été démontré. C'est pas gravé dans le marbre, monsieur le prof d'économie C'est un peu gravé dans le marbre quand même. Ah bah non. Petit désaccord. Moi, j'ai pas vu d'éléments, honnêtement. Attends, vas-y, Clément, la théorie. Que dit la théorie ? Oui, mais dans la théorie, c'est c'est assez clair qu'effectivement il y a un lien entre les prix et les salaires. Ce qui est intéressant, c'est que ce lien, il est fait plutôt d'ailleurs par les économistes libéraux. C'est quand même le fondement en fait de la remise en cause de la célèbre courbe de Phillips par Friedman. Alors célèbre, pas au point, c'est pas non plus Johnny Hallyday. Ah quand même. Donc la courbe de Phillips, la courbe de Phillips, c'est la relation inverse entre inflation et chômage. Donc soit on renonce à l'inflation, on a beaucoup de chômage, soit on renonce quelque part à cet objectif de plein emploi et on a beaucoup plus de stabilité des prix. Donc c'est la remise en cause qui s'est opérée dans les années 60, 70 et puis théoriquement vraiment à partir des années 80 par l'école de Chicago au sens large. Phillips, Phelps, puis la nouvelle économie classique, Lucas et tous ses co-auteurs. Ils insistent quand même beaucoup sur la boucle prix-salaire. Après, là où je suis d'accord quand même, c'est qu'elle n'est pas toujours vérifiée empiriquement et que c'est pas parce que le modèle, effectivement, prédit dans des conditions précises que l'augmentation des salaires conduit toujours à une inflation que ça se vérifie. Parce que quelle est l'idée, en fait, en une seconde du modèle ? C'est de dire, s'il y a une augmentation des salaires, alors ça conduit, certes, potentiellement, à un effet keynésien qui est l'augmentation de la demande, mais ça conduit surtout à ce que les anticipations des salariés soient plutôt dans une hausse des prix, donc ils redemandent en réalité des augmentations de salaire. Bien sûr. C'est ça qui rend le mécanisme dans le modèle auto-entretenu. C'est que les augmentations de salaire supposent... Bon, mais c'est juste pas la réalité concrète du terrain. Je voulais pas qu'on rentre dans un débat théorique là-dessus. Tu as une augmentation. En fait, la réalité concrète du terrain, c'est que tu n'as pas des salariés qui vont te dire on a des anticipations d'inflation qui vont augmenter et donc augmenter le salaire. Ça n'existe pas, ça. Mais comment ça n'existe pas ? Non. Sur la base de l'inflation historique, pas des anticipations. Les prix ont augmenté, donc augmenté le salaire. Ce que dit Clément, c'est la partie anticipation de l'inflation. En fonction du pouvoir de négociation. Tu vas pas aller voir ton dirigeant en disant on a des anticipations d'inflation de 3% l'année prochaine. Augmenter le salaire, tu as toujours un retard en réalité. Tu as l'inflation d'abord et les salaires ensuite. Alors effectivement, tu peux avoir une influence mutuelle, mais l'élément fondamental qui a créé cette augmentation parallèle des prix et des salaires dans les années 80, c'est la création monétaire. Moi, je suis très friedmanien au sens il y a l'inflation, la monnaie est la seule cause de l'inflation. Quand tu arrêtes oui, mais ça c'est pas. Pour moi, c'est pas de l'inflation au sens de la dévaluation de la valeur de la monnaie. C'est une fluctuation des prix liée à l'offre et à la demande qui va se résorber. Juste pour revenir en concluant peut-être sur la question d'origine, la question de politique monétaire. Si on revient par exemple à ce qu'avait fait Richard Burns. Burns, c'est donc les années 70. Les années 70, en fait. Lui nous dit. Il tape pas assez fort, l'inflation s'envole. Non, ça c'est l'histoire de l'anti-héros. Quand on regarde véritablement ce qu'il écrit et ce qu'il dit
en particulier dans son discours de Pepperdine en 1970, il dit « Si vous me laissez seul, moi, politique monétaire, face à l'inflation, si vous n'attendez que ce soit que moi qui traite l'inflation, alors je vais vous envoyer en récession parce que mes outils sont tels que je serai obligé de taper tellement fort que je vais envoyer tout le monde en récession. Et donc il faut que vous, pouvoir exécutif et pouvoir législatif, vous m'aidiez. Mais ça c'est le discours de Draghi sur ces 10 dernières années. Les politiques sont ainsi faits. Mais c'est ce qu'on voit précisément aujourd'hui dans les discours de politique monétaire, c'est-à-dire quand on reproche aux banquiers centraux de dire vous allez frapper trop fort et nous envoyer en récession, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On les laisse tout seuls, sans traiter tous les problèmes, effectivement, des problèmes d'offres. Et même on en rajoute. Et Darmanin et Le Maire, par exemple, en France ce week-end, qui disent il faut augmenter les salaires. Et donc il faut que tout le monde en fait se coordonne d'une certaine façon autour de la table. Oui, mais ça n'arrivera pas, ça. Si ça arrivera, comme ça arrive en général, c'est-à-dire non pas publiquement. Il ne faut jamais que ça arrive publiquement, parce que sinon, effectivement, c'est une catastrophe. Mais il faut que les discussions aient lieu entre les pouvoirs monétaires, et ils ont lieu, entre les pouvoirs monétaires, les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs législatifs, pour dire comment est-ce qu'on traite le sujet pour arriver à ce fameux atterrissage en douceur. Il est toujours possible, à condition que chacun y mette du sien. Là où je rejoins François-Xavier, c'est qu'effectivement, tant que l'augmentation des salaires est inférieure à l'augmentation des prix, on va avoir cette boucle qui, normalement, ne se mettra pas en place. On y retourne. Dans un instant.